Atelier juridique. Comment créer une SARL? Principe. Comme toutes les autres sociétés, la SARL évolue dans un cadre légal et réglementaire plus strict que celui de l'entreprise individuelle. Aussi, avant de procéder à son immatriculation auprès du CFE compétent, certaines formalités spécifiques doivent être effectuées. Pièce maîtresse du dossier d'immatriculation de la SARL, la rédaction des statuts demande une vigilance particulière sur certains points qui conditionnent les règles de fonctionnement de l'entreprise, les droits et les devoirs de chaque associé. Attention, les statuts constituent un acte juridique à part entière. Aussi, il est fortement recommandé de ne pas utiliser de statuts types dans lesquels les points de vigilance ne sont pas clairement identifiés. 2. Toute modification de statut génère des formalités supplémentaires coûteuses, convocation d'une assemblée générale extraordinaire, AGE. Dans la plupart des cas, publication d'une nouvelle annonce légale, dépôt au greffe du tribunal de commerce. Point 1. Objet social. L'objet social détermine l'ensemble des activités que la SARL entend exercer. Il ne doit pas être trop restrictif et rester suffisamment large pour ne pas avoir l'obligation de modifier les statuts, si l'activité doit être étendue. L'objet social sert de référence pour l'attribution du code APE, qui classe les entreprises en fonction de leur activité principale. En outre, si la SARL décide d'embaucher des salariés, c'est l'objet social qui déterminera la convention collective à appliquer. Point 2. Dénomination sociale. La dénomination sociale permet d'identifier la société en tant que personne morale. À ce titre, elle devra figurer sur tous les documents commerciaux de l'entreprise, devis, factures, courriers. Elle permet de mieux identifier et personnaliser l'activité de la société. Aussi, il est conseillé de vérifier, auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, INPI, que la dénomination sociale choisie n'est pas déjà utilisée pour le même secteur d'activité par une autre entreprise. Point 3. Siège social. Le siège social correspond à l'adresse administrative de la SARL. C'est le domicile de la personne morale ainsi créée. Il peut correspondre à l'adresse à laquelle est réellement exercée l'activité de l'entreprise ou bien à celle où l'administration de la société se fait. Il peut, même, être installé dans des locaux mis à disposition par une société de domiciliation. Attention, dans tous les cas, lors de l'immatriculation de la société, il faudra justifier auprès du CFE compétent de la jouissance du local dans lequel le siège social est installé, bail, acte de propriété, contrat de domiciliation. La SARL peut être domiciliée à l'adresse personnelle du gérant. Néanmoins, en cas de déménagement, les statuts devront être, impérativement, modifiés en conséquence. Point 4. Exercice social. Les comptes d'une SARL sont appréciés à la fin de chaque exercice social qui a, en principe, une durée normale de 12 mois. Cependant, à titre exceptionnel, le premier exercice social peut avoir une durée supérieure, permettant, ainsi, à l'entreprise de démarrer et de produire des comptes sociaux plus favorables. Les statuts doivent préciser la date de clôture des comptes, qui ne correspond pas forcément à la fin de l'année civile pour les sociétés. Dans les SARL, il peut être judicieux de choisir une autre date, plus en adéquation avec l'activité de l'entreprise. Point 4. Exercice social. Exemple, une SARL est constituée au 1er avril 2015. En matière de clôture des comptes du premier exercice social, elle aura le choix entre les 3 options suivantes, à préciser dans les statuts. Option 1. En clôturant ses comptes au 31 décembre 2015, la SARL aura un premier exercice social d'une durée exceptionnelle de 9 mois. Option 2. En clôturant ses comptes au 31 mars 2016, le premier exercice social aura une durée normale de 12 mois. Option 3. En clôturant ses comptes au 31 décembre 2016, le premier exercice social aura une durée exceptionnelle de 21 mois. Dans tous les cas, la date de clôture ne pourra pas dépasser le 31 décembre de l'année suivant celle de la création de la SARL. Point 5. Montant du capital social.
Dorénavant, la loi n'impose plus de capital minimum, aux SARL notamment. Il est ainsi possible, légalement, de constituer ce type de société avec un capital social très faible. Le montant de ce capital est désormais librement fixé par les associés. Néanmoins, sa répartition, ainsi que la nature des apports réalisés, doivent être détaillés dans les statuts. Or, cette liberté est totalement artificielle, et les associés doivent rester vigilants au risque de sous-capitalisation de la société. En effet, le capital constitue la garantie donnée aux créanciers de la société. Attention, dans certains cas, des capitaux propres insuffisants peuvent bloquer l'obtention de financement bancaire nécessaire au démarrage du projet, provoquer à long terme une défaillance de l'entreprise, pour laquelle la responsabilité du dirigeant peut être engagée, nuire à la crédibilité de la société vis-à-vis de ses différents partenaires, banques, clients, fournisseurs. Point 6. Apport en capital. Le capital d'une SARL peut être constitué par des apports de nature différente, apport en numéraire, apport en nature, apport en industrie. Les apports en numéraire correspondent aux liquidités apportées par les associés, à déposer sur un compte bancaire ouvert, au nom de la société en formation, bloqué jusqu'à son immatriculation. Point 6. Apport en capital. Les apports en nature comprennent les biens mobiliers ou immobiliers, véhicules, matériel, local, fonds de commerce, transmis par les associés à la SARL. Ce type d'apport doit normalement être évalué par un commissaire aux apports, dont le rapport sera annexé au statut. Néanmoins, les associés à l'unanimité peuvent décider de ne pas nommer un commissaire aux apports, si la valeur totale des apports ne dépasse pas la moitié du capital social, aucun apport n'excède 30 000 €. Point 6. Apport en capital. Dans ce cas, les associés restent personnellement responsables, pendant 5 ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature effectués. Lorsqu'un associé met à la disposition de la SARL des connaissances ou compétences techniques, on parle d'apport en industrie qui n'entre pas dans la formation du capital social, permettent néanmoins de bénéficier de parts sociales, ouvrant droit à l'attribution de dividendes et de droits de vote aux assemblées générales. Les apports en industrie sont librement estimés dans les SARL. Attention, dans une SARL, il est possible de ne libérer, c'est-à-dire de ne verser que 20% du capital, à la création de la société. Le solde devra être versé au plus tard, dans les 5 ans, à la demande du gérant. Cette libération progressive du capital ne concerne que les apports en numéraire. Les apports en nature doivent être réalisés, en totalité, dès la création de la société. Attention, tant que le capital n'est pas entièrement libéré, la SARL ne peut pas bénéficier de l'impôt sur les sociétés, au taux réduit de 15%. Sur l'extrait K-bis délivré par le greffe du tribunal de commerce, qui constitue la carte d'identité de la SARL, la totalité du capital souscrit apparaît qu'il a été libéré en totalité ou en partie. Point 7. Répartition des parts sociales. Tous les apports en capital, quelle que soit leur nature, donnent droit à l'attribution de parts sociales, dont la répartition entre les associés doit être précisée dans les statuts. Exemple, une SARL est créée avec 2 associés. L'associé 1 apporte son véhicule personnel évalué à 5 000 €. L'associé 2 apporte 15 000 € en numéraire. Le capital de la SARL, totalement libéré, est de 20 000 €. La répartition des parts sociales sera la suivante. 5 000 sur 20 000, soit 25% du capital pour l'associé 1, 15 000 sur 20 000, soit 75% du capital pour l'associé 2. Attention, si l'associé 1 qui détient 25% des parts sociales assure la direction de la SARL, il sera qualifié de gérant minoritaire et pourra bénéficier du régime social des assimilés salariés. À l'inverse, si la direction de la SARL est exercée par l'associé 2, celui-ci aura un statut de gérant majoritaire et relèvera du régime des travailleurs non salariés. Pour en savoir plus, atelier social, régime social du dirigeant. Attention, lorsqu'il n'y a que 2 associés, il est conseillé d'éviter l'égalité totale dans la répartition des parts sociales, qui peut conduire à une situation de blocage. En effet, un grand nombre de décisions requièrent la majorité des droits de vote, comme
la fixation de la rémunération du gérant, les augmentations de capital, les distributions de dividendes, les modifications de statut. Point 8. Apport en compte courant. Les associés peuvent également effectuer des apports en compte courant, en contrepartie desquels aucune part sociale supplémentaire ne leur sera attribuée. Il s'agit, en effet, d'avances ou de prêts consentis à la SARL, que celle-ci doit rembourser aux associés, si la trésorerie le permet. À l'inverse, les apports en capital ne pourront être récupérés par les associés qu'à la cession ou à la liquidation de la société. Ainsi, lorsque les associés disposent de fonds personnels importants, il peut être intéressant de mixer ces apports, en limitant la partie constituant le capital. Conclusion. Créer une SARL requiert une grande vigilance en matière de rédaction des statuts et de respect des formalités d'immatriculation, dépôt des fonds constituant le capital sur un compte bancaire ouvert au nom de la SARL, publication d'un avis de constitution dans un journal d'annonces légales, dépôt du dossier d'immatriculation auprès du centre de formalité, CFE, compétent. Malgré des règles de fonctionnement assez rigides, moins souples que celles des SAS, la SARL reste une forme totalement adaptée à un projet de création d'entreprise. Pour en savoir plus, Atelier juridique, pourquoi créer une SARL ?